Bonjour et bienvenue dans Politique sur France 24 en partenariat avec Slate.fr. Bonjour Jean-Marie Colombani. Bonsoir. Avec nous aussi aujourd'hui Virginie Leguet qui est chef adjointe au service politique à Paris Match. Virginie. Bonsoir. Comme ça. Et Véronique Reissoult qui est la présidente de Backbone Consulting. Bonsoir. Alors, le retour des jours heureux promis il y a quelques mois par Emmanuel Macron attendra encore. En effet, la course contre la montre est engagée entre, d'un côté, le virus et ses variants anglais, sud-africains ou autres brésiliens, et d'autre part, les vaccins. D'ici au printemps, plus sûrement à l'automne, la France, comme nombre de pays, va continuer à vivre au rythme déconcertant, il faut le dire, des confinements, reconfinements, couvre-feu à 18h, à 20h, ou à pas d'heure. Difficile, voire impossible de refaire de la politique comme avant, alors que l'élection présidentielle doit se tenir dans seulement 15 mois. Alors évidemment, en attendant, l'opposition tire à vue sur l'exécutif qu'elle accuse d'avoir toujours un train de retard. On écoute le député de la France Insoumise du Nord, Hugo Bernalicis. À chaque fois, on est dans cette situation où on est face aux événements et on les subit. On n'anticipe rien. On n'anticipe rien. Alors Jean-Marie, le gouvernement a beau affirmer qu'il ne navigue pas à vue, en France comme ailleurs, cette crise est vraiment une crise de gouvernance profonde. Oui, mais comment pourrait-il en être autrement? C'est la question que l'on peut se poser parce que ce virus, c'est totalement nouveau, totalement inédit, on l'a dit et répété, c'est quelque chose qui a pris de court tout le monde, la planète entière, c'est une crise qui se déverse dans tous les lieux de la planète, qui a mis en difficulté la plupart des gouvernements. Donc c'est vrai qu'il y a une difficulté objective à appréhender le phénomène et à y faire face. Tout le monde regarde un petit peu ce que fait le voisin, on se coordonne, on se concerte autant qu'il est possible et on essaie de réagir face à l'événement. Donc il y a nécessairement une part de navigation à vue et quand on dit anticiper, oui, il faudrait anticiper. Mais comment anticiper? J'allais dire, c'est bien gentil de dire qu'il faut anticiper, mais comment, c'est une autre affaire. Alors en plus en France, nous avons un problème qui est que le pouvoir est concentré dans les mains d'un seul homme. Donc c'est vers ce seul homme que se tournent tous les regards, se tournent aussi toutes les attentes. Et c'est évidemment le lien qui est fait aussitôt avec l'élection présidentielle. Donc ce qui me frappe aussi en France, c'est l'extraordinaire politisation du débat sur la crise sanitaire et les différents moyens d'y faire face. Virginie, c'est vrai que les critiques se sont multipliées. Pardon. Allez-y Jean-Marie, pardon. Ah pardon, alors Virginie, voilà, excusez-moi, on a un petit souci technique. Virginie, c'est vrai qu'il y a eu les masques, il y a eu les tests, il y a les vaccins, maintenant il y a le variant anglais. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il pense sortir de la tête de l'eau, Emmanuel Macron se retrouve plongé dans des débats scientifiques et des débats, comme le disait justement Jean-Marie, qui sont très, très politisés. Alors, je ferai une différence entre ce qui effectivement est imprévisible, c'est-à-dire l'évolution de son virus, la façon qu'il a de se transformer au fil du mois, ce qui est à la fois une banalité confondante, parce que tous les virus ont des mutations et tous les virus éternellement s'adaptent au corps humain qu'ils rencontrent et trouvent des nouvelles formes pour les pénétrer. Donc, il y a des choses qui sont totalement imprévisibles, mais là où je ne serais pas aussi indulgente que Jean-Marie, qui a probablement dû prendre au titre de ses résolutions de 2021 comme détermination d'être indulgent, moi je serais beaucoup plus sévère sur ce qui concerne la campagne de vaccination. Parce que la campagne de vaccination, franchement, on pouvait l'organiser. Elle était prévue. Le vaccin était annoncé. On savait qu'il allait arriver. On savait à peu près combien la France allait en recevoir, puisque les commandes européennes ont été faites au prorata de la population de chaque pays et que chaque pays savait peu ou prou, et plutôt très précisément que pas, le nombre de doses qu'il allait recevoir. Et malgré tout, on a démarré cette campagne dans une approximation, pour ne pas dire un ratage total. Je crois qu'il y a eu 516 vaccinations la première semaine. Et aujourd'hui encore, on voit que
le site qui devait être prêt aujourd'hui pour inscrire les personnes qui veulent se faire vacciner depuis 85 ans bug. Donc là, franchement, je ne sais pas si ce n'était pas possible de l'organiser mieux, mais moi, je suis atterrée de voir qu'un pays comme nous, où effectivement les choses sont assez concentrées, ce qui veut dire qu'on peut facilement partir du sommet jusqu'au sol pour donner des informations, des tuyaux, tout ça est quand même en principe assez bien organisé, se retrouve dans cette espèce de panade invraisemblable et franchement on est un peu la risée du monde entier. Alors, à propos de la vaccination, on va être informé sur les intentions des Français avec un sondage tout frais fait par Odoxa, Backbone Consulting pour nos confrères du Figaro et de France Info. Et Véronique, ce sont des chiffres intéressants. Il vient de sortir et on voit sur la vaccination qu'il y a un changement parce qu'un précédent sondage montrait qu'une majorité de Français ne voulaient pas se faire vacciner. Or là, la tendance s'est inversée puisqu'on le voit sur ces chiffres. Désormais, 56% des Français veulent se faire vacciner. Effectivement, c'est une un retournement de situation en quelques jours, plus 14 points, 56% des Français qui veulent se faire vacciner. Donc vraiment un changement important. Alors on peut dire, on critique énormément les actions du gouvernement, mais si l'objectif était de convaincre les Français et de leur dire, bien allez-y, ayez confiance, eh bien c'est réussi. Alors après, les uns et les autres disent que c'est le mode de fonctionnement des Français. C'est assez rigolo parce que d'ailleurs, globalement, il y a une blague qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux qui dit que les Anglais se vaccinent pourquoi ? Parce qu'ils veulent être gentlemen, que les Allemands parce qu'ils obéissent à un ordre, parce que les Américains, c'est leur voisin qui le fait, donc ils veulent le faire. Et les Français, il suffit de vous dire que vous n'avez pas le droit de faire quelque chose pour avoir envie de le faire. Donc est-ce que c'est ça qui a fait que ça a transformé ? Non, je ne crois pas, mais en tout cas, c'est vraiment flagrant. Et puis l'autre chose, c'est que globalement, les Français réclamaient beaucoup, on en avait parlé la semaine dernière, réclamaient énormément d'informations. Ils avaient envie d'être rassurés, ils avaient envie de comprendre comment ça fonctionnait. Et les leaders d'opinion se sont largement mobilisés sur les réseaux. En particulier, certains leaders ont publié des longues vidéos expliquant de façon pédagogique comment ça fonctionnait. Et visiblement, c'est plutôt payant, puisque donc 56% aujourd'hui des Français veulent se vacciner. Je précise que pour les plus de 65 ans, c'est 77%. Donc on est vraiment sur un changement important. Alors après, on aura peut-être le temps d'en parler. Les conséquences sur l'image du gouvernement, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, sur ce sujet vaccin, bonne nouvelle. Oui, je vais vous demander votre réaction. Jean-Marie, il semble peut-être qu'à défaut de campagne de communication, peut-être que la peur de l'arrivée du variant anglais a peut-être incité les Français à vouloir se faire vacciner, notamment ceux qui sont le plus exposés, à savoir les plus de 65 ans. Oui, ça a peut-être joué. Je voudrais rendre justice à Virginie parce qu'elle a tout à fait raison sur le vaccin. C'est vrai que, mais on en avait parlé lors d'une de nos émissions précédentes. L'erreur du gouvernement a été de se préoccuper principalement des précédents sondages qui nous expliquaient que les Français étaient très majoritairement réticents vis-à-vis de la vaccination. Et donc, il fallait accompagner ces Français-là et ne pas les heurter, et donc y aller tout doucement en comptant sur la pédagogie. Et nous, ce que nous étions dit, c'est que c'était une vue de l'esprit, parce qu'une fois que le vaccin serait en place, et l'appétit et le souhait et la demande sociale serait évidemment d'être vacciné. Pourquoi ? Parce que c'était la seule façon de sortir le plus rapidement possible de la crise sanitaire et de la crise économique, qui est une crise qui n'en finit pas et qui exaspère tout le monde et qui met les nerfs à vif, non seulement les nerfs à vif, mais qui déprime aussi assez profondément le pays. Et donc l'erreur de manœuvre du gouvernement, elle était tout à fait dans cette erreur de conception même de la stratégie de vaccination. Après, on peut toujours dire qu'on a aussi un éternel problème avec la logistique. On a eu un problème avec la logistique sur les masques, on l'a eu avec les tests, on l'a maintenant avec les vaccins. C'est une vraie préoccupation. À qui la faute ? Est-ce qu'il faut mettre en cause les structures même de notre système de santé et leur côté un peu trop administré ? On peut dire qu'il y a une sorte de jacobinisme sanitaire aussi qui peut être mis en cause, et ainsi de suite. Ça, je pense que ce sera le débat public. En attendant, pour ce qui me concerne, je ne suis pas surpris de voir qu'une majorité, et demain une majorité plus grande encore, de nos compatriotes voudront se faire vacciner, parce qu'encore une fois, dans l'arsenal qui est disponible, il n'y a pas de traitement qui est miracle,
Il n'y a que le vaccin pour espérer que le pays sorte aussi rapidement que possible de la crise. Alors le président du Conseil scientifique nous dit qu'il y a encore 3 mois difficiles à tenir, mais la véritable amélioration, il faudra attendre la fin de l'été. Vous voyez, c'est déjà un laps de temps suffisamment long, à la condition qu'un nombre suffisant de Français soient vaccinés. Absolument. Vous avez mentionné le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy. On va l'écouter sur l'horizon de la sortie de la crise sanitaire. Nous pourrions, je dirais, avoir déjà, si on arrive à vacciner à peu près 10 à 12 millions des personnes les plus fragiles pour la mi-avril, par exemple, on serait déjà dans une stratégie qui serait intéressante. Et je fais le pari qu'il y aura bien sûr toujours un certain nombre de gens qui ne voudront pas se faire vacciner, mais qu'une grande partie de la population française va comprendre l'intérêt des vaccins. Et on pourrait sortir, je dirais, en grande partie de cette crise, pas totalement, on continuera à porter des masques, autour de septembre 2021. Virginie, après tous ces stop and go, comme on le dit en anglais, c'est-à-dire on confine, on déconfine, couvre-feu, pas couvre-feu, est-ce que là, pour le gouvernement, il y a enfin une certaine lisibilité, une certaine visibilité qui lui permet éventuellement de passer à autre chose? On va parler du reste après, mais est-ce que là, ça paraît en effet être quelque chose de palpable sur lequel le gouvernement peut s'appuyer pour planifier? On voit bien que l'éventualité de septembre 2021, enfin le butoir de septembre 2021 est extrêmement lointain. Et franchement, je m'étonne, encore une fois, et je le redirai jamais assez, je m'étonne que le gouvernement se tire une balle dans le pied en allant si lentement de cette façon-là. Parce que s'il commence à dire aujourd'hui, oui, c'est notre seule porte de sortie, il faut se souvenir des très nombreuses déclarations prudentes, pour ne pas dire presque négatives, à propos de ce vaccin, qui ont émaillé les interventions des membres de l'exécutif. Moi, je me souviens d'Emmanuel Macron, je me souviens de M. Vaccin, M. Fischer, je me souviens de Olivier Véran qui regardait ce vaccin comme si c'était une bombe atomique. Et aujourd'hui, enfin, ils se rendent compte que ce vaccin est peut-être la porte de sortie, ce qui est une évidence pour tout le monde. Le pays ne pourra s'en sortir que si une immunité vaccinale est à peu près installée dans le pays. Donc, enfin, on se rend à la raison. Mais encore une fois, cette administration totalement boursouflée que nous avons n'a pas été capable de mettre sur pied une organisation qui fonctionne, n'a pas été capable d'anticiper les lenteurs qu'il se poserait dans les EHPAD parce qu'il faut demander un consentement aux personnes âgées qui ne sont pas en état de le donner elles-mêmes, n'a pas été capable de dire on va élargir, n'a pas été capable de mettre les vaccins au bon endroit. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes à 247 000 personnes vaccinées et que nous avons dans notre stock 1,5 million de doses. Donc, je ne sais pas à quoi ces doses servent, à rester dans les congélateurs, et elles feraient bien mieux d'être distribuées très rapidement et administrées très rapidement à la population. Franchement, il y a là quelque chose d'extrêmement condescendant de la part de l'exécutif, d'avoir dit au début, nous revendiquons notre lenteur, de dire encore aujourd'hui, il n'y a pas de bug, alors que le site santé.fr ne marche pas aujourd'hui, qu'il avait été annoncé pour aujourd'hui. Il y a vraiment un problème chez nos hommes politiques qui refusent de se dire qu'une idée qui n'est pas exécutée est une idée morte et que l'exécution, c'est, j'allais dire, l'art de la guerre. Alors, si on est en guerre, comme le dit Emmanuel Macron, on aurait pu se soucier de l'intendance. C'est pas méprisant, l'intendance. C'est important, c'est fondamental. C'est vraiment la façon dont les choses se passent. Alors évidemment, on se souvient de la formule du général de Gaulle, hein, l'intendance suivra, mais justement, Véronique Reissout, est-ce que là, les Français, confrontés à ces crises successives dans la crise sanitaire, ne découvrent pas que leur État jacobin, si puissant, si efficace, finalement, ce n'est qu'un songe ou ce n'est qu'une chose du passé ? On va dire que dans l'opinion, il y a un sujet qui existe depuis longtemps et qui aujourd'hui est extrêmement concret et extrêmement critiqué, c'est la notion de bureaucratie. Les Français trouvent à 81% que la campagne est beaucoup trop lente et ils l'attribuent souvent à un sujet lié à la bureaucratie et à la centralisation aussi. On voit très souvent que pour les uns et les autres, le fait que tout soit centralisé, certes sur un homme, mais surtout à Paris, et en disant en fait la délocalisation dont on parle si souvent, depuis si longtemps, n'existe pas concrètement, et c'est l'un des principaux reproches. Autre chose aussi, c'est que les Français sont
préoccupés maintenant qu'ils veulent bien se vacciner, maintenant qu'ils ont compris que c'était une solution, maintenant qu'ils ont sans doute très peur du variant ou mutant. Pour 63%, ils sont préoccupés parce qu'ils se disent en fait, on est en train de prendre un retard par rapport aux autres que nous allons avoir du mal à rattraper, même pour la majorité. Ils pensent qu'on ne rattrapera pas ce retard et que c'est inquiétant parce que les messages que l'on reçoit sont des messages où on dit il faut aller vite, très vite, puisque le mutant en particulier va très vite. Donc c'est un sujet de bureaucratie qui ralentit plus que de logistique. Ils comprennent que les décisions ne sont pas prises de la bonne façon et qu'il y a une forme de méconnaissance du terrain. En tout cas, c'est la perception que beaucoup ont aujourd'hui des décisions qui sont prises. Alors, comme je le disais en introduction, finalement, l'élection présidentielle n'est plus si loin, c'est l'année prochaine, c'est dans 15 mois, et il est évident qu'Emmanuel Macron souhaite tourner la page malheureuse, parfois dramatique, de cette crise sanitaire pour, évidemment, passer à autre chose, montrer qu'il est toujours dans la réforme, dans l'action. On va l'écouter lors de ses vœux du 31 décembre sur sa volonté de continuer à réformer malgré la pandémie. Nous n'ajouterons pas au coût de la crise celui de l'inaction. En 2021, quoi qu'il arrive, parce que nous nous y sommes préparés, nous saurons aussi relever les défis à venir. La transition écologique et la protection de la biodiversité, avec la mise en œuvre des propositions de la Convention citoyenne et d'autres réformes. La lutte pour la République et pour nos valeurs, la laïcité, la fraternité, pour plus de sécurité. Et la poursuite de notre engagement pour le mérite, le travail, l'égalité des chances et la lutte contre toutes les inégalités et contre les discriminations. Alors Jean-Marie, cette semaine, il y a eu un nouveau conseil de défense sanitaire, mais il y a aussi eu un séminaire gouvernemental justement pour essayer d'examiner l'après, parce que finalement, l'élection présidentielle va arriver vite et Emmanuel Macron doit montrer qu'il ne se préoccupe pas que de la santé des Français, mais de leur avenir. Je pense qu'il doit surtout montrer qu'il est que l'urgence absolue, ça reste la crise sanitaire. Et ça reste la demande de relance, les perspectives économiques et donc les actions que le gouvernement pourra continuer de prendre pour essayer de faire en sorte que l'économie reparte du bon pied, reparte suffisamment rapidement et avec suffisamment de force. Ce sont les deux urgences et je pense que le président de la République ne pourra pas en sortir de ces urgences, quels que soient les discours sur lesquels il serait bon de reprendre le fil de la transformation, ainsi de suite. Par ailleurs, on le sait, au calendrier parlementaire, il y a un certain nombre de choses qui sont inscrites déjà, notamment les textes qui viennent d'être rappelés. Il y aura en effet quelque chose sur l'écologie, il y aura nécessairement le texte ex-séparatisme et sur la sécurité pour les deux principaux. Mais pour le reste, les grandes réformes, la grande réforme que voulait imprimer Emmanuel Macron, c'est-à-dire la réforme des retraites, elle n'aura pas lieu, elle ne pourra pas avoir lieu, c'est quasiment impossible. De même, la réforme de l'assurance chômage qui va être remise en discussion, mais qui paraît totalement contradictoire avec les exigences du moment, notamment les exigences sociales du moment. Donc c'est trop inflammable. Il faut pour le moment les oublier. Non seulement c'est inflammable, mais ce serait une aberration. Alors qu'on est encore en pleine crise sanitaire et qu'on est encore en pleine problématique de relance et d'aide et de supporter les secteurs qui autrement s'écrouleraient ou disparaîtraient, c'est ça les urgences. Et les Français jugeront à partir de ce qui aura été fait ou n'aura pas été fait. Parce que, par exemple, un certain nombre de promesses sont faites à différents secteurs d'activité, et puis les gens localement, sur place, les petits entrepreneurs, d'autres s'aperçoivent que bien, les choses ne se mettent pas en place, ne viennent pas. On rejoint d'ailleurs l'un des problèmes évoqué tout à l'heure par Virginie, et qui est en fait le problème de l'exécution d'un certain nombre de décisions. Donc, à mon avis, on ne sortira pas de ces deux exigences-là et de ces deux priorités-là. Et le président de la République aurait intérêt à ne pas trop s'en écarter, au contraire, plutôt que de vouloir prendre la pause en disant, voyez, malgré tout, non, on l'attend sur quand sortons-nous de la crise, est-ce que l'on va en sortir dans de bonnes conditions avec cette angoisse du variant anglais. Parce que, mine de rien, si l'on regarde ce qui se passe en Grande-Bretagne, c'est absolument effrayant.
c'est un paysage dévasté, c'est un malheur épouvantable qui s'est abattu sur la Grande-Bretagne à travers ce variant. Donc l'urgence, elle est là, et la demande sociale, la demande des Français vis-à-vis du président, elle sera en effet, tenter de les protéger de cela, et ensuite de faire en sorte que l'économie reparte du bon pied. Et je ne vois pas, je trouve que tout le reste, c'est vraiment un discours un petit peu, c'est une sorte d'habillage, une posture du président de la République pour montrer qu'il n'a jamais dérogé sauf qu'il fait aujourd'hui, en termes de politique économique et sociale, à peu près le contraire de ce qu'il souhaitait faire. Donc il vaut mieux rester là-dessus, ça correspond davantage aux attentes des Français que nous dire qu'il va continuer de lancer je ne sais quelle réforme. Virginie, vous êtes d'accord? Il doit rester sur le Covid et ses suites, ou alors il faut tourner le sujet, parler d'autre chose, changer les idées aux Français? Mais il n'a pas le choix. Nous ne sommes toujours pas sortis de cette crise. Et si, comme il le dit, les Français seront à peu près vaccinés ou que la campagne vaccinale sera terminée en septembre 21, quel temps utile restera-t-il avant l'élection de 2022 pour qu'ils puissent engager des réformes qui finalement aujourd'hui n'intéressent plus les Français? Il faut bien se rendre compte que les Français viennent de vivre une année extrêmement sombre, extrêmement difficile, que le chômage va exploser, que les entreprises vont fermer, qu'il y a 1 million de nouveaux pauvres. Alors agiter devant les Français le hochet de plus d'écologie, de lutter contre le séparatisme et de Dieu sait quoi me paraît totalement décalé. Emmanuel Macron a tout intérêt à dire je vais travailler, m'attaquer de fond en comble, à utiliser mon plan de relance, à vous aider et à aider le pays à en sortir, à reprendre une activité normale. Et s'il y arrive au moment de son élection présidentielle, je lui dirais chapeau, parce qu'on sait très bien que les 6 derniers mois du mandat sont plus des mois utiles. Tout le monde est en campagne présidentielle, il n'est plus le temps de faire des lois. Et je rappellerai, alors aujourd'hui, parce que vraiment je suis peut-être un petit peu malicieuse, qu'au titre des réformes promises, bien sûr il y avait la réforme des retraites qui à mon avis va passer à la trappe, mais il y avait surtout la réforme de l'État. Et que si Emmanuel Macron s'y était attaqué au début du quinquennat, les Français ne seraient pas aperçus avec horreur depuis un mois que les grands services publics sont dans un état de délabrement, de fragilité et de lourdeur qui peut-être, si Emmanuel Macron s'y était attaqué, aurait gagné au change. Et là, la crise, la pandémie, l'urgence nous ont montré à quel point ce que nous croyons être le plus beau service de santé du monde, une administration extrêmement véloce et agile, à quel point on est loin du compte. Véronique, est-ce que Emmanuel Macron doit quand même essayer de séduire peut-être la jeunesse? On le voit faire des références à l'écologie. Vos études vous disent quoi? Que les gens ne veulent entendre parler que du vaccin, que des gestes barrières et que des traitements, ou ils veulent parler de la protection de la planète et d'autres choses peut-être plus régaliens? En fait, les Français sont certes préoccupés par le Covid, mais ils ont surtout envie qu'on leur parle d'espoir, ils ont envie qu'on leur donne des perspectives. Et pour ce qui est des jeunes, ce qui est évident, c'est que le sujet de l'environnement, c'est un vrai sujet pour eux. Ils sont préoccupés, ça les inquiète. Et c'est pas forcément dissocié du Covid, parce que la nature est aussi une façon pour eux d'imaginer qu'on pourra sortir de ce sujet, c'est-à-dire qu'en prenant soin de la planète, on prend soin de soi aussi. Donc oui, c'est un vrai enjeu. Si Emmanuel Macron veut séduire les jeunes, il doit leur parler de ces sujets, mais faire plus que d'en parler, mener des actions concrètes. Il n'est pas toujours très bien jugé sur ce point-là. Par ailleurs, pour ce qui est des réformes, c'est pas forcément le sujet sur lequel les Français aujourd'hui sont mobilisés. Ils sont inquiets pour leur avenir, ils sont inquiets pour la relance économique. Et puis globalement, ce qu'ils attendaient, c'était des changements. Et ils ont l'impression que ces changements n'ont pas forcément été là. Et puis, ils reconnaissent quand même qu'Emmanuel Macron a subi énormément de faits compliqués qui font que les réformes, quand elles n'ont pas pu être aller jusqu'au bout, ça n'est pas que de son fait, loin de là. Et donc, ce n'est pas forcément ça qu'ils vont lui reprocher. Ce qu'ils ont envie d'avoir, c'est des perspectives et croire de nouveau dans la réalité de la parole politique, parce que les gens soient jeunes ou qu'ils soient moins jeunes, globalement, il y a quand même une forte défiance qui s'est installée, et cette crise n'a pas amélioré cette défiance, alors qu'elle soit spécifique aux Français ou pas. Peu importe dans l'absolu, c'est un sujet de confiance qu'il va falloir restaurer. Et pour restaurer la confiance, comme ça ne se décrète pas, il va falloir quelques éléments de preuve. C'est plutôt là-dessus que les Français attendent concrètement la campagne qui arrive.
Alors, il y a un élément quand même intéressant dans cette discussion. C'est un sondage qui sort toutes les semaines dans Paris Match et qui montre quand même, c'est un sondage IFOP, qui montre quand même que Emmanuel Macron se situe à 45% d'approbation, ce qui, quand on le compare à ses deux prédécesseurs au même stade de leur mandat, est quand même de 9 à 10 points supérieur. Et évidemment, on s'en souvient que ces deux prédécesseurs ne s'en sont jamais remis, puisque Nicolas Sarkozy a été battu par François Hollande, qui lui-même n'a pas été en capacité de se représenter. Donc, Jean-Marie, on a entendu les critiques, on les entend, mais malgré tout, le socle d'approbation, de confiance, de soutien d'Emmanuel Macron n'est pas négligeable. Oui, c'est un des paradoxes de la situation actuelle, ce à partir de quoi il faut partir. D'ailleurs, comme l'a dit Véronique tout à l'heure, il y a une insatisfaction qui est une insatisfaction qui précède la crise sanitaire, mais qui s'est aggravée avec la crise sanitaire, puisque quand on demande aux Français est-ce qu'ils ont confiance dans l'action du gouvernement pour faire reculer ou résoudre la crise sanitaire, je pense que très majoritairement, ils n'ont pas confiance. Donc il y a ce socle de défiance qui est bien là. Et par ailleurs, il y a un autre socle qui est celui qui consolide au fond la position d'Emmanuel Macron et qui est assez fort parce qu'il n'a jamais vraiment baissé au-delà ou si peu au-delà des 40%. Et là maintenant, il monte à 45%, ce qui est assez considérable. En tout cas, est un socle très prometteur pour lui. Toute la question est de savoir si ce socle est le résultat simplement de la période de crise elle-même. Parce que dans les périodes de crise, comme on l'a vu avec les prédécesseurs d'ailleurs d'Emmanuel Macron dans de moindres proportions, les périodes de crise provoquent une sorte de réflexe d'unité autour du chef de l'État, d'autant plus d'unité qu'il est seul à prendre les décisions. Petite parenthèse, aujourd'hui, le seul gouvernement qui existe, c'est le fameux Conseil de défense qui se réunit autour du président de la République et qui traite de la crise sanitaire et de la relance. Et donc tout est concentré dans les mains d'un seul homme, et donc à plus forte raison, c'est vers lui que l'on se tourne et dont on attend aide et protection. Donc c'est ça, à mon avis, un des éléments constitutifs de ce socle le plus important. Est-ce que ce socle peut être entamé ou se défaire une fois que les choses s'éloigneront et une fois que les gens porteront un jugement sur la gestion de la crise ou sur la gestion des crises? À ce stade, je ne le sais pas. En tout cas, on a ce double paradoxe qui doit être aussi un sujet de réflexion pour l'opposition. Parce que le socle qui est celui d'Emmanuel Macron, les 45% dont vous parlez aujourd'hui, c'est une leçon aussi pour les leaders de l'opposition dont aucun n'est audible. Aucun message d'opposant ne passe aujourd'hui, sinon pour continuer d'alimenter le précédent élément, c'est-à-dire l'ambiance de défiance généralisée qui est dans notre propre pays. Et donc je ne suis pas sûr que l'opposition profiterait, si elle arrivait au pouvoir, elle serait elle aussi confrontée à cette défiance. Donc voilà à peu près la situation d'où nous partons aujourd'hui. Mais encore une fois, le juge de paix, ce sera l'évolution de la crise sanitaire et la façon dont le pays s'en sortira après tous les accrocs que l'on a subis, tous les retards, toutes les imperfections qui sont encore aujourd'hui sous nos yeux. Alors Virginie, Jean-Marie l'évoquait, c'est vrai que par exemple pour prendre Nicolas Sarkozy et François Hollande, Nicolas Sarkozy il a eu la crise financière de 2008, François Hollande il a eu le terrorisme, on se souvient que dans ces moments-là en effet les sondages montraient qu'il y avait une sorte de rebond, donc ma question pour vous c'est celle-là, est-ce que ces 45% qui sont en effet tout à fait honorables, est-ce que ce n'est pas artificiel, est-ce que Emmanuel Macron peut s'appuyer dessus ou alors est-ce qu'il est en danger à 15 mois de la présidentielle? Je ne saurais le dire et je rejoins partiellement l'analyse de Jean-Marie. Les Français sont inquiets pour leur santé, ils sont inquiets pour leur avenir professionnel, ils sont inquiets pour l'avenir de leur pays. Ils se rendent compte que nous ne sommes qu'au début d'une crise économique dont on n'a pas fini de voir les effets. Et tout logiquement, ils se rangent derrière celui qui est à la barre, qui est Emmanuel Macron. Et il me semble que non seulement Emmanuel Macron a conforté ses positions par rapport à celles qu'ont pu avoir en leur temps Nicolas Sarkozy et François Hollande, mais qu'il a augmenté sa propre position par rapport à avant la crise du Covid. Est-ce que ce sont des chiffres qui vont durer une fois que les Français seront rassurés, une fois qu'on sera sorti de la crise? L'avantage d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a face à lui des oppositions qui sont
franchement inexistante. Et là aussi, on peut se poser la question au bout de 3 ans et demi de savoir pourquoi aucun des partis qui hier, malgré tout, ont organisé l'alternance de la Ve République, la gauche et la droite se sont succédés depuis le début de la Ve République, pourquoi ces deux partis-là, pour ne parler que d'eux, n'ont pas été en mesure de percer, repercer, proposer, s'inscrire dans l'opinion publique et dans les sondages. C'est comme si ces 3 ans et demi n'avaient servi à rien pour eux. Il n'y a pas eu de refondation. Quant à Marine Le Pen, qui reste à ce jour l'opposante la plus sérieuse face à Emmanuel Macron, elle pâtit, et je pense que ça reviendra dans la mémoire des Français, de son débat d'entre-deux tours calamiteux en 2017, et elle pâtit aussi d'un manque de travail et d'investissement sur les questions complexes que sont l'économie, et elle semble aux yeux des Français assez fragile, ce qui fait que je pense que même si elle arrive au deuxième tour, il n'y a pas dans l'état actuel des choses, même si beaucoup de gens risquent d'être en colère, il n'y a pas en l'état actuel de risque qu'elle soit élue. Et Emmanuel Macron le sait pertinemment, et du coup il peut terminer son mandat peut-être sans trop d'inquiétude, ce qui est dommage parce que ça lui évite de faire les réformes de fond, et là je reviens à la réforme de l'État qu'il n'a pas entamée du tout alors qu'il s'y était engagé et qui nous coûte si cher aujourd'hui. Cet abandon de cette promesse-là nous coûte très cher. Véronique, est-ce que cette crise, j'allais dire, profite à Emmanuel Macron? On sait par exemple, alors les mesures sont toujours partielles et tout ça, mais que ces interventions à la télévision pour parler des décisions de confinement, déconfinement, ont été extrêmement suivies par les Français qui, même s'ils ne l'aiment pas forcément ou moins, voient en lui quand même le chef. Exactement. C'est clair, c'est ce que disaient Jean-Marie et Virginie tout à l'heure, c'est que globalement, les résultats de popularité qu'il enregistre aujourd'hui par rapport à ses prédécesseurs sont plus liés à la situation. Aujourd'hui, les Français sont perdus et on a besoin de croire en un chef. Donc, d'abord, on l'écoute parce que à chaque fois, il annonce des informations majeures qu'on attend tous, de savoir si on va être reconfiné, pas reconfiné. Enfin voilà, c'est des informations importantes. Et puis, c'est le président de la République. Et donc, à la limite, la question n'est pas tant de savoir si les gens sont derrière lui, Emmanuel Macron, ils sont derrière le président de la République. Donc je pense que globalement, une partie de sa popularité, elle est portée par le fait que c'est notre président et que les Français ont besoin de croire et de s'appuyer dans la réalité d'un président qui maîtriserait les choses. Et c'est d'ailleurs un des points aussi sur lequel je rejoins les analyses qui étaient faites, qui est que dans la réalité de la campagne qui va arriver, on connaîtra mieux la réalité de la popularité de l'homme, mais globalement, il y a aussi beaucoup de choses qu'il n'a pas pu faire et les gens comprennent que la situation était quand même très difficile et il a été confronté à une situation incroyable. Il est encore confronté à une situation incroyable, inédite, difficile. Et donc, certes, beaucoup lui reprochent des choses, mais en même temps, on ne sait pas comment les uns et les autres se seraient comportés. Et on parlait de Marine Le Pen. Peu de gens, aujourd'hui, imaginent que ça aurait été beaucoup plus agréable et beaucoup mieux géré si c'était Madame Le Pen qui était au pouvoir. Donc, les choses vont évidemment se passer à l'avenir avec une analyse qui est au prisme et à l'aune d'une réalité qui est tellement inédite qu'on peut comprendre que tout n'ait pas été mené. En tout cas, ça sera une excuse sans doute acceptée et entendue par beaucoup. Alors, une autre situation inédite, on a juste quelques minutes, mais je voulais quand même avoir votre réaction. C'est ce qui se passe en ce moment même aux États-Unis, procédure de destitution engagée contre Donald Trump suite aux incidents, pour le coup vraiment inédits au Capitole il y a quelques jours. Jean-Marie. Oui, juste un mot pour terminer la conversation précédente avant de revenir à votre question, Marc. Mais pourquoi, Virginie, partiellement d'accord et pourquoi n'êtes-vous pas totalement d'accord? C'est trop difficile. C'est vrai. Mais quelle insolence, quelle audace. Constatons aujourd'hui qu'Emmanuel Macron bénéficie de la situation, mais il n'y a autour de lui aucune dynamique porteuse en vue d'une présidentielle. Voilà le constat que l'on peut faire aujourd'hui. Sur les États-Unis, on est au seuil de la semaine, malgré tout, de tous les dangers, parce que l'inauguration, c'est le 20 janvier. On ne sait pas ce que préparent un certain nombre de groupes activistes, qui sont tous des groupes d'extrême droite, qui étaient la plupart à l'assaut du Capitole. Ils sont armés, le FBI prévient qu'ils sont armés.
les images que l'on voit, c'est-à-dire de la garde nationale campant et dormant au sein même du Capitole pour protéger le site, sont des images absolument dévastatrices et terribles pour la démocratie américaine. Donc on est encore dans cette période de grand danger, et je pense qu'une partie, alors après beaucoup va se jouer sur les fameux 17 sénateurs républicains qui devront se décider, s'ils se décident, à voter eux aussi l'impeachment de Donald Trump. Ce sera la veille de l'inauguration, le 19 janvier, donc ça n'aura plus d'incidence matérielle, si j'ose dire, mais ça en aura une incidence très très forte parce que ça peut discréditer sur le long terme et dissuader Donald Trump de revenir dans la vie politique. C'est ça l'obsession, je pense, d'un certain nombre d'élus, y compris d'élus républicains aujourd'hui, c'est de faire en sorte qu'il quitte définitivement le paysage politique et qu'il ne vienne plus se mêler de cela, alors même qu'il a incité lui-même, président des États-Unis, à l'insurrection, ce qui restera une tache dans l'histoire des États-Unis. Virginie, évidemment, en France, il y a eu la crise des gilets jaunes. On se souvient qu'un jour, il n'était pas très loin de l'Élysée. Mais là, on est dans un schéma totalement différent. Alors, certains disent que c'était écrit depuis le début, mais quand même, la plupart des observateurs ont été sidérés. Oui, et probablement Donald Trump lui-même n'avait pas anticipé les 5 morts qu'il y a eu lors de l'invasion du Capitole. Et cette insurrection qui provoque la procédure d'impeachment restera dans les annales du pays comme quelque chose d'extrêmement inquiétant et terrifiant. Je voulais dire 2 choses. Je ne sais pas si cette procédure d'impeachment aboutira, mais je crois que le fait qu'elle puisse aboutir, si elle aboutit après le départ de Donald Trump le 20 janvier, n'empêchera pas les représentants de prendre des mesures, d'assortir cet impeachment de mesures extrêmement sévères, comme notamment son inéligibilité à vie, ce qui sera aussi un signal adressé à son électorat que quand on franchit les bornes comme il les a franchies, quand on dépasse l'entendable, quand on usurpe ses responsabilités de président de la première puissance mondiale, il y a des conséquences. Donc, si cette procédure aboutit, elle sera probablement déterminante pour l'avenir de Donald Trump. Autre chose, le fait que Donald Trump ait chauffé à blanc son électorat pendant des semaines et des mois, et le fait que ça aboutit à ces débordements absolument inacceptables pour les Américains qui sont très attachés à leurs institutions, fragilise aussi le camp des républicains et l'électorat de Donald Trump. Il y a déjà une partie des Américains qui se sont détachés de Donald Trump, estimant qu'il avait probablement fait le pas de trop. Mais combien seront-ils à l'avenir et pendant le mandat de Joe Biden à vouloir garder la parole, parce que maintenant qu'ils ont eu accès à la parole, ils ne veulent pas la perdre, et quelles seront les difficultés qu'aura Joe Biden à réconcilier cette Amérique qui se regarde face à face, comme dirait Gérard Collomb. Je crois qu'on peut s'attendre à un mandat un peu compliqué. Désolé Véronique, mais j'ai pas le temps de vous faire réagir parce que l'horloge tourne. Mais on aura évidemment sans doute l'occasion de reparler d'Emmanuel Macron et pourquoi pas de Donald Trump. Merci à vous 3 et merci à vous de nous avoir regardés sur France 24. Événement.